Voilà, Bien, ben, bonjour à tout le monde. Bonne année, hein, c'est le premier coup que nous voyons au mois de janvier 2024. Nous sommes à nuit 18 de janvier, puis nous allons passer un petit moment, 1 heure et demie avec Stom, que vous voyez-le. Chez Point de Surprise, puisque j'ai fait savoir chez toi, chez Charles Leca. Charles Leca, qui était donc un Picardisant que j'ai eu la chance de rencontrer, pas assez souvent, mais quand même, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un homme du Vimeux. Bien souvent, les Picardisans ou Picardisantes qu'on rencontre dans ces masterclass, bien souvent, ce sont des hommes, ça ne change pas beaucoup, mais bien souvent, ce sont des maristères, des instituteurs. Et là, pour le coup, bien, on n'est pas avec un enseignant. Sa femme était enseignante, des maristresse, mais Madame Leca, mais lui, Charles, était comptable de métier dans une usine de serrurerie, dans plusieurs d'ailleurs, mais enfin, il a surtout fait son travail, il a surtout travaillé chez Deborah, dans le Vimeux, à Bettencourt-sur-Mer. Bettencourt-sur-Mer, pour vous situer, c'est entre Fréville-Escarbotin et puis la mer. Voilà, tout près de Holt, entre Fréville-Escarbotin et Holt, tout près de Tully. C'est un gros village, un petit bourg. Les villages se touchent, se succèdent dans cette zone-là du Vimeux industriel, qu'on appelle également le Vimeux rouge. Donc le Vimeux industriel, le pays des clés, de la robinetterie, des serrureries, et donc lui travaillait dans la serrurerie, dont je vous l'ai dit, chez Deborin. Mais je vais vous donner plus de détails sur Charles Leca, tout en vous le remontrant à nouveau. C'est quelqu'un qui a une œuvre, vous allez voir, assez, pas si impressionnante que ça en quantité, mais qui a été quelqu'un de déterminant pour nombre de jeunes dont il aurait pu être à minima le père, voire le grand-père. Charles Leca, Charles-Émile Leca est né le 29 décembre 1898, donc à quelques jours près, donc c'était 1899, donc 28 décembre, 29 décembre, il était très, très fier d'être né au 19e siècle, parce que il aimait à répéter, et puis j'aurai peut-être l'occasion de vous le redire, qu'il n'était pas du même siècle que nous. Ça, c'est toujours une gloire. C'est à peu près comme si je vous disais que je suis né sous la quatrième République. Voilà, c'est une gloire quand on vit avec on côtoie des gens comme ça d'une autre époque. Charles a vécu assez vieux, puisqu'il est décédé le 9 avril 1988, donc à la veille de ses 90 ans, l'année de ses 90 ans. Il a, donc Ses parents sont je vous ai dit qu'il a vécu à Bettencourt-sur-Mer, là où il est décédé, mais il est de Ouagnaru, qui est encore plus près de la mer. Ses parents sont tous deux de Ouagnaru. Ils y sont nés et décédés. Son père était de 1863 et sa mère de 1864. Hein. Ils sont toutes deux du même âge. Et son père, qui a des prénoms pas du tout courants, Constant, ça se rencontre de temps en temps, mais c'est pas fréquent. Et le second prénom, il était appelé Éléassim. Éléassim, sans âge devant. Là, pour le coup, c'est pas fréquent. Éléassim Leca, qui est né de père inconnu et donc qui porte lui le nom de sa maman, qui était de Vaudricourt. Tout ça sont des villages qui sont très proches les uns des autres. Vaudricourt, c'est entre Saint-Blimont et Bourseville. Et donc, ce père était meunier. J'insiste, enfin, je précise ses professions, puisque ça aura beaucoup d'importance sur Charles Leca, qui était assez nostalgique de tempérament. Sa maman, Maria, dite Marie Deniba, elle n'est pas de Niba, hein, elle est d'Ouagnaru, elle s'appelle Deniba, elle était ménagère. Voilà. Ce couple de parents, et puis quelqu'un de très important dans la vie de Charles Leca, parce qu'il a vécu avec, c'est sa grand-mère maternelle, Hortense, dite Mamantance, Hortense Miston, qui était née, elle, en 1824. Hein, vous voyez, ça nous rapproche vraiment du tout début du 19e siècle, et décédée en 1904. Charles avait 6 ans.
Et donc, elle est la fille de Charles-Florentin Miston, et qui a participé à une battue contre le dernier loup, disait-on à l'époque, du Vimeux en 1828. Donc, vous voyez le côté maternel. Donc, il y a cette grand-mère Hortense, et dont le père, donc l'arrière-grand-père de ce côté-là, a participé à une battue contre le dernier loup, le loup en tout cas, qui a été tué en 1828, un loup qui fréquentait la forêt d'eux toute proche. Je vous raconte pas ça pour la simple anecdote, parce qu'on va retrouver ça dans ces textes à Charles Leca, et pas qu'une seule fois. Le loup, le moulin et la musique, donc le cornet à piston, sont des éléments importants. Charles Leca a une sœur, Charlotte, qui est décédée en 1973, que je n'ai pas rencontrée, et il a également eu un frère, Albert. Il s'est marié avec une institutrice, je vous l'ai dit, Isabelle Penel, et qui était née à Arrée, mais dont la famille. Donc, tout ça, ce sont toujours des villages très très proches les uns des autres, du Vimeux industriel. Était née à Arrée en 1900, sa femme, et puis, donc, un tout petit peu plus jeune que lui. Et en fait, elle est originaire de Cailleux-sur-Mer. Et elle a survécu à Charles Le Ca, elle est décédée à Marconne, dans le Pas-de-Calais. Je crois bien que les instituteurs ont une caisse mutuelle qui a une maison de retraite. Enfin, ils avaient au moins à cette époque-là, dans le Pas-de-Calais, tout près d'Edin. Et donc, ils se sont rencontrés en 1928. Il l'a épousée l'année suivante. Et donc, elle était institutrice. Et ils auront une fille unique, Madeleine. Madeleine, qui elle-même aura deux enfants, Philippe et Sylvie. Et de cette descendance, il y a encore un arrière-petit-fils, Nicolas. Voilà. Mais comment donc le couple Leca perdra leur fille, Madeleine, quand elle sera adulte, et son mari ils mourront la même année. Donc ce sera très dramatique pour les deux parents, déjà bien âgés, mais en particulier pour Charles Leca, qui les deux dernières années de sa vie a été extrêmement triste, malheureux, et qui ne s'est pas remis du deuil de sa fille et de son beau-fils. La plupart des documents qui sont parvenus posthumes de Charles Leca ont été transmis donc par ses petits-enfants. Mais bien avant ça, Charles Leca avait déjà fait beaucoup de travail, notamment d'édition. Bien sûr, je vais vous détailler ça. Alors, le couple de Leca se retiré à Bettencourt-sur-Mer, où ils ont fait construire un pavillon, donc dans les années 60-70. Et c'est là où, en fait, Charles travaillait. Et puis, ils sont enterrés au pays de Madame Leca, donc à Cailleux-sur-Mer. Et que je dis Madame Leca, parce que Charles Leca aimait appeler sa femme en public, il aimait l'appeler Madame Leca, comme ça, pour l'embêter, parce qu'elle, ça lui plaisait pas. Et pour la sur-embêter, il l'a prénommée Pénélope. Comme ça, il avait la paix dans le ménage, c'est toujours lui qui avait. Et c'était un énorme blagueur, c'est quelqu'un qui avait une voix, vous allez l'entendre, assez impressionnante, et puis des grandes mains. Moi, j'ai toujours été impressionné par ces grandes mains dont il se servait quand il comptait, puisque c'était un conteur. Je vais revenir à ça. Donc, il a obtenu le certificat d'études, il a fait un an de cours complémentaires sans plus, et puis il a commencé à travailler dans la serrurerie, dans des établissements à Escarbotin, les établissements Chuchu. C'est pas un surnom, hein, c'est la famille Chuchu, ça s'écrit CHU, CHU. Et puis, il a été parmi les premiers dans les années de l'entre-deux-guerres à posséder une traction, une automobile. Voilà, et donc c'est une position sociale assez importante, qui était marquée par cette traction, avec donc un couple qui travaillait avec une fille unique. Et puis, donc, il aimait bien, comme je vous le disais tout à l'heure, répéter qu'il était de l'autre siècle et que ses grands-parents avaient vécu du temps de Louis XV. Hein, il ne parlait pas de Louis XVI, il parlait de Louis XV pour bien montrer que c'était avant la Révolution française. Il a toujours eu énormément d'intérêt pour l'histoire locale. Ça a marqué l'essentiel de sa vie jusqu'aux années 1960, et même encore après, bien sûr. Et il était plus marqué par la traversée de Blériot au-dessus de la Manche en 1912 que par le premier pas sur la Lune en 69. Ça ne l'émouvait pas trop. Mais il était vraiment tourné, il n'était pas passéiste, mais il était assez nostalgique. Euh, donc dans ses qualités importantes, parce qu'il en parle, donc je vous l'ai dit, il jouait du cornet à piston, il s'est occupé de la fanfare du village, qui était, alors c'est amusant à dire, c'est une fanfare municipale, mais qui était dirigée par un abbé. Hein, voilà, tout peut arriver.
Et puis, il a mis cette fanfare sur pied à nouveau après la Deuxième Guerre mondiale. Il l'a même dirigée. Et puis, bah, ce qui est important, c'est pour lui, dans sa vie de jeune homme, c'est que bah, la déclaration de guerre en 1914, il a précisément 16 ans. Il va être appelé sous les drapeaux en 17, et donc il sera dans un régiment d'artillerie lourde, donc plutôt à l'arrière du front, des premières lignes de front. Et puis, il sera servant hein, en artillerie lourde. Et puis après, il sera brigadier et affecté à l'escadron du train. Donc là, il sera franchement moins directement soumis au feu. Euh, Ouvrier donc serrurier au début de sa carrière, comptable chez Debeaurin à Bettencourt-sur-Mer à partir de 1922. Et c'est là qu'il fera toute sa carrière jusqu'à sa retraite. Et là, c'est à la retraite donc qu'il va s'intéresser au Picard notamment en rencontrant dans un premier temps les travaux, mais ensuite de Gaston Vasseur. Le dictionnaire de Gaston Vasseur a été publié en 1963. C'est l'âge où Charles Leca a 65 ans, hein, précisément. Et donc, il va rencontrer Gaston Vasseur. Charles Leca va rencontrer Gaston Vasseur, qui est le fondateur des Picardisans. Je vous en ai déjà parlé longuement et souvent dans le Marie Class. Et bah, Gaston Vasseur l'encourage à écrire en picard, à retenir les mots de son enfance ou de son village. Et puis, bah, Charles Quint commence à écrire des choses de sa jeunesse. Donc, quand je dis sa jeunesse, c'est franchement avant la guerre 14. Hein, c'est vraiment sa prime jeunesse. C'est là où donc il vit encore avec sa grand-mère. Il y a les premiers avions, les premières voitures, toutes ces choses-là qui arrivent. Et puis, il va faire publier ses textes dans la presse hebdomadaire locale. Donc, il y a plusieurs hebdomadaires dans le Vimeux. Il y a ce qui va devenir le journal du Vimeux, Picardie Hebdo, à Escarbotin. Il y a la presse de Gamache avec l'éclaireur et Brel et Vimeuses. Et puis, il y a même à la ville d'Eu, il y a également l'informateur. Donc, il y a plusieurs supports qui peuvent diffuser comme ça ces articles qui sont des articles d'histoire, les premiers, puis de temps en temps un texte en picard, mais souvent des articles d'histoire locale. Et puis, vous savez que les instituteurs de cette Troisième République étaient incités à écrire des monographies de leur village. Donc, Madame Leca ne l'a pas fait, mais Charles Leca a écrit la monographie de son propre village, de Wagnaru. Elle n'est pas de Wagnaru, je vous l'ai dit, elle est de Cailleux. Voilà, donc c'est Regards sur le passé d'un village picard, Wagnaru en Vimeux, c'est important, publié en 1980. Donc, une collection de travaux de documents qu'il a consultés, et donc de travaux qui ont débouché. Et cette passion pour l'histoire locale lui est venue de l'observation d'un cantonnier qui jetait des vieux papiers dans un puits parce qu'ils étaient en train de déménager. Je crois que c'était un presbytère, enfin un grenier en tout cas. Et puis, ou alors un grenier de mairie plutôt, si c'était le cantonnier, enfin bref. Et donc, bah, il a dit, c'est quoi ces papiers? Et il s'est rendu compte que c'était des documents manuscrits antérieurs à la Révolution. Il a sauvé tout ça, il s'est mis à les lire, et puis de là, bah, lui est venue cette passion pour cette histoire locale à retranscrire. Et avec les méthodes donc pédagogiques que sa femme connaissait, il a pu écrire ce volume qui a été réédité sur le passé de Wagnaru fort documenté et qui a été publié par le Cercle généalogiste, puisqu'il s'intéressait par ailleurs également à la généalogie. Voilà. Donc j'en reviens au côté Picard. Alors, donc, je vous ai parlé de sa proximité avec Gaston Vasseur. Et donc, il a été de ce fait parmi les tout premiers, le premier cercle des Picardisans à rejoindre Gaston Vasseur pour créer ce qui est actuellement l'association des Picardisans du Ponthieu et du Vimeux, mais qui était donc la toute première réunion en mai 1967 à Abbeville. Ça nous rajeunit un petit peu. Et puis, il a par ailleurs noué des liens, surtout épistolaires, mais ils se sont rencontrés avec René Debry. Donc René Debry, qui était donc le linguiste du Centre d'études Picard à l'Université de Picardie, bien connu de très nombreux travaux, et donc ils étaient en correspondance. Comme en tant que petit-fils de meunier, Charles Leca a pu apporter du vocabulaire de la meunerie. C'était un moulin à vent sur pioche, hein, ces moulins très fragiles, comme celui de Saint-Maxent, si vous connaissez dans le Vimeux, enfin il y en a encore d'autres un peu partout.
Mais donc, c'était le meunier donc, de son père, et puis qui tenait lui-même de son grand-père. Donc, il y avait ce vocabulaire qui était recherché par René Debris. Puis René Debris avait, euh, au début des années 60, mis en place un système graphique. Alors, Charles Kahn n'y adhérait pas complètement, mais il s'inspirait un peu de ces travaux-là pour euh, définir quelques principes graphiques. Il n'aimait pas le cas, comme moi, Charles K. Euh, bien que ce soit dans son nom, mais il le disait, hein, je veux dire, c'est un adepte des jeux de mots. Et donc, voilà, donc il a. Et de ce fait, de sa proximité avec René Debris, il y a toujours eu, dans ces époques des années 60 et 70, une rivalité entre l'Est et l'Ouest, entre Amiens et Abbeville, hein, pour faire très simple, entre Amiens, donc René Debris, et l'Ouest, les Picardisans. Et donc lié au système graphique. Donc les successeurs de Gaston Vasseur, après son décès en 71, notamment Armel de Poilly, se méfiait un petit peu des gens qui avaient de la correspondance avec Charles Quint. C'était pas forcément des gens, voilà, c'était pas des traites, mais quand même, voilà, fallait rester chez soi. Bon, ce temps-là est bien depuis très longtemps révolu. Mais ça n'enlève strictement rien aux qualités des uns et des autres. Tous nous ont laissé des travaux fort importants, fort utiles, et sans lesquels nous aurions peu de matière pour travailler aujourd'hui. Alors Charles Quint, avec les autres picardisans, aimait à dire ses contes en public. Il a écrit que des contes, hein, que des histoires, si vous voulez, hein, que de la prose. Et donc c'était par contre le mot conteur au sens français du terme, des conteurs qu'on connaît, comme Bougot, enfin des gens comme ça. Donc, c'était un conteur. Je veux insister sur ce moment. C'est ma perception de Charles Leca que je vais vous donner. Pour moi, il est le- l'archétype du conteur qui a entendu la tradition orale par la voix surtout de sa grand-mère maternelle, Mamantance, et qui nous l'a retransmise, et qui a retransmis à la manière de la tradition orale. Il n'est pas le seul. Quand je dis qu'il est l'archétype, c'est-à-dire pour moi, c'est un des exemples, c'est pas le seul. Mais voilà quelqu'un qui a tous ses ancêtres du 19e siècle, voire un petit peu avant, je veux dire entre guillemets comme nous, mais qui lui sont très proches. Il est né dans ce 19e siècle. Il, euh, il, euh, il baigne dans cette atmosphère. Il entend des blagues, des contes, des choses qui sont dites à la veillée, des ratros, c'est-à-dire des préceptes comme ça qui sont lancés. Et puis, bien plus tard, dans les années 60 et surtout 70, il va retranscrire ça. Mais lui-même est un passeur de mémoire à l'oral. Et donc, je vous donnerai tout à l'heure un élément et on aboutira sur un texte qu'il a enregistré. Et quand il dit ces contes qui sont écrits, il pourrait très bien ne pas lire, hein, mais quand il dit c'est écrit qu'il est en train de lire, eh bien, il digresse. Il ne part pas très loin. Il interpelle l'auditoire, il interpelle une personne qui est sceptique ou qui rit, ou il est amuseur en même temps, hein, mais il interpelle et il donne une petite précision qui n'était pas dans le texte, enfin des choses comme ça qui ne sont pas en fait dans une littérature fixe, figée, vraiment écrite pour l'éternité, ou du moins la postérité. Non, non, il est dans une transmission dans laquelle il y a toujours un petit quelque chose à dire, et ça, c'est propre à la tradition orale, tout en maintenant la véracité des éléments quand ils sont historiques. Quand il donne un élément dont on peut retrouver la trace, il va en donner la date à une année près. Ce qui fait qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est quand même pas grand-chose. Mais si ça se passe au mois d'avril, ça se passe réellement au mois d'avril. Bon, si c'est pas en 1827, c'est en 1828, mais quand même là, l'événement est absolument vrai et la plupart des éléments que nous possédons dans notre culture sur l'histoire sont des éléments qui ont longtemps été transmis comme ça oralement, et donc la tradition orale est très fiable, contrairement à ce que notre culture de l'écrit voudrait laisser croire. Euh, je reviens un petit peu à sa vie, à Charles Leca. Donc, il possède dans son village de Wagnaru, à Wagnaru cette fois-ci, hein,
une salle. La salle des fêtes s'appelle Charles Leca. Elle a été inaugurée en présence d'un ministre. Alors, un ministre dont on a tous le nom en tête, puisqu'il a auparavant été champion olympique de patinage sur glace, c'est Alain Calmat, donc, qui s'est déplacé donc, à l'invitation des autorités locales. Donc ça s'est fait un an après le décès de Charles Leca. Il était alors Alain Calmat, ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y a une photo qui existe, hein, je ne vous raconte pas de bêtises. Et puis, des hommages à Charles Leca, il y en a eu plusieurs, mais notamment un qui a été donné au théâtre d'animation Picard par Françoise Rose et Jacques Auvet, et qui donc ont invité les Picardisans. J'y étais avec bien d'autres ce soir-là. Nous avons lu des textes de Charles, à la manière de Charles, certains textes lui étaient dédiés. Et puis Françoise Rose et Jacques Auvet avaient mis en scène Un histoire de Savelon à barbe, un des contes de Charles Leca. Voilà. Donc on a, vous voyez, un personnage. Pour l'instant, vous n'avez pas encore bien senti l'importance qu'il peut avoir, hein. Je vous ai donné un peu le personnage qui a beaucoup de relations, qui a beaucoup d'intérêt pour l'histoire et pour la langue picarde. Et quel est en fait le déclic? Eh bien, c'est que il écrit dans la presse locale est lue, il n'est pas le seul à écrire dedans, et il va rencontrer des gens qui vont écrire dans cette presse hebdomadaire du Vimeux. Notamment deux personnes, une dont je ne vous ai pas encore parlé beaucoup, c'est Elisabeth Magnier, qui était institutrice à Saucourt, qui est en retraite de vers 1980, au milieu des années 80 par là, et puis, au début peut-être, et puis qui a rejoint le groupe des Picardisans bien avant sa retraite, dans les années 70, et qui vient voir Charles Leca pour avoir des conseils. Et puis, la génération d'après, eh bien, c'est Jacques Dulphy, donc mon copain. Jacques, bien avant que je le connaisse, Jacques, quand il a une douzaine d'années, sur son vélo, il cherche des informations et il rencontre Charles Leca. Il va chez lui pour le rencontrer. Et Charles Leca l'encourage à écrire de l'histoire locale et à écrire en picard. Et à partir de là, Jacques, qui n'a pas eu de grands-parents, voit en Charles Leca comme un grand-père spirituel. Et Charles Leca se rend compte qu'il y a le Picard, c'est pas seulement du passé, c'est aussi quelque chose qui a de l'avenir. Il y a une autre génération qui arrive, ils ont 60 ans de différence quand même, hein, qui arrive après lui, et donc il va mettre à disposition du vocabulaire. Et il ne va pas le faire à la manière de Gaston Vasseur, qui a fait ce gros dictionnaire de 700 pages des parlers picards du Vimeux. Il ne va pas le faire à la manière picard vers le français, mais il va le faire, et ça c'est assez unique, il va le faire dans le sens français vers le picard. Il va récupérer, rassembler Charles Leca 1500 mots, à peu près, c'est à peu près ce qui arrive, des expressions, un certain nombre de choses, des formes grammaticales, des conjugaisons. Et ces 1500 mots, il va les mettre en français et donner leur équivalent, leur traduction, si vous voulez, en picard. Et ça va paraître dans la presse toutes les semaines. Il va y avoir un petit peu du glossaire de Charles Leca que certains vont découper précieusement, coller dans des cahiers, et on va s'approprier, quand je dis on, je suis pas inclus dedans, on va s'approprier ce vocabulaire, qui est un vocabulaire lié au moulin, lié à la plaine, lié aux travaux de la plaine, lié au temps qui passe. Chez Monction de Lune, par exemple, le mot Monction, moi je l'ai appris dans ce dictionnaire-là, c'est le changement de lune, changement de phase de la lune, des choses comme ça. Et donc cet élément-là, est assez, comment, c'est assez volontaire en fin de compte de faire cette démarche-là. C'est à la même époque, il existe quelques rares dictionnaires, et encore à la même époque, juste à ce moment-là, rares dictionnaires Picard français et français Picard, comme le dictionnaire du Rouchy de Jean Dauby, le livre du Rouchy, ou bien Aberc aussi, Lucien Tétu qui a fait ça. Il y en a trois ou quatre, enfin, je ne suis pas sûr qu'il y en ait quatre. Et donc, c'est véritablement, si vous voulez, sur le dictionnaire Picard-français, c'est en gros, le linguiste vient et dit comment vous dites une chaise, un kayel, un kayer, un chiel, voilà. Ah bon, donc voilà comment on parle, voilà comment il faut parler. Vous parlez Picard, il faut parler français. En gros, ça donne ça. Inversement, Charles Leca dit, vous parlez français, mais voilà comment vous voulez parler Picard. Et donc voilà le vocabulaire qu'il vous manque.
Et voilà les conjugaisons. Il donne même trois formes de conjugaison, celle de Cailleux, le pays de sa femme, celle du Vimeux central, où les infinitifs du premier groupe sont en E, et celle de Wagnaru, où il n'y a pas les mêmes prononciations. Et ça, c'est intéressant aussi. À Wagnaru, on ne dit pas Canteux, comme on dit juste à côté à Bettencourt ou bien à Tully, Canteux, on dit Canté à Wagnaru. On ne dit pas Doyo, on dit Doyo. On ne dit pas un Catio, on dit un Catio. Voilà. Et donc, comme on pourrait presque le dire dans le Pas-de-Calais, par exemple. Donc, tout ça sont des éléments qu'il met en exergue. Et alors, quant aux conjugaisons de Cailleux-sur-Mer, alors là, c'est pas Gétoué ni Gétuo, c'est Géto. Donc, je veux dire, c'est vraiment sur d'autres formes qu'il fixe bien dans un dictionnaire. Et bah, ce lexique existe, hein. Il a été rassemblé dans un volume, alors, qui semble comme ça peut-être pas très épais, mais les 1500 mots sont là, les, euh, les expressions sauvées par Charles Leca y sont également, et puis les conjugaisons de plusieurs verbes et des auxiliaires qui sont dans ce lexique que Charles Leca n'a pas vu, puisqu'il est sorti 3 ou 4 mois après son décès. Charles, on l'a enterré au mois d'avril, et le bouquin est sorti, oui, c'est 3 mois après, au mois de juillet 1988. Voilà. Alors, si un jour vous trouvez ça chez un brocanteur, le lexique français-picard du Vimeux, mais je vous promets que pour le coup, on peut l'adapter ailleurs, puisque c'est français picard, hein. Du moment que vous connaissez le français, vous arriverez à trouver le mot équivalent en picard. Et donc, ben, vous saurez comment on dit, je sais pas, un chiffernet, par exemple, donc enrhumé, puisque là, on est un peu dans la saison des froidures. Donc ça, c'est pas sa pièce maîtresse, à Charles. C'est pas la plus connue, mais c'est celle qu'il souhaitait transmettre aux plus jeunes générations. Et l'autre pièce maîtresse, et donc celle-là, elle est beaucoup plus connue, donc je vais essayer de faire en sorte que les papiers qui sont dedans, ils ne tombent pas, c'est son recueil de contes qu'il a appelé Rêverie. Rêverie, donc, que vous voyez là. Donc là, c'est un conte, c'est un recueil de contes, voilà, donc vous les avez. Et à la fin, il a mis un lexique avec les mots, là pour ce coup, Picard français, qui sont les mots contenus dans le texte. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont communes avec l'ouvrage que je vous ai présenté avant. Et donc, il l'avait même dans une première édition mis avec un index un petit peu comme les catalogues de clés qu'il pouvait y avoir avec un index A, B, C, D comme ça. Et donc, on avait une espèce de répertoire. Voilà. Et donc, ce sont ces raideries. Ça apparaît en 1976 et étonnamment, Charles Leclerc possède les tout premiers exemplaires de ce livre au mois d'avril 1976, le jour où Jacques Dulphy arrive chez lui. Et Jacques est du mois d'avril et c'est son cadeau d'anniversaire. Le livre sort le jour de son anniversaire. Il y a des moments comme ça où les planètes s'alignent, dit-on. Voilà. Et donc, on a ce volume de raiderie qui annonce un deuxième volume qui s'appellerait Nunutri, qui n'a jamais existé. Mais les textes inédits de Charles Cage, comme je vous l'ai dit, ses petits-enfants les ont transmis. Et donc, ils ont pu être repris pour une part dans cette édition-là, il y en a quelques-uns à la fin, et puis pour l'ensemble, dans une autre édition, bon, il y en a qui sont parus dans Schlancheron au fur et à mesure qu'on les retrouvait, mais donc il y a eu une autre édition augmentée, cette fois-ci des raideries de Charles Leca par les éditions de la Vague Verte, qui à l'époque étaient à Holt. Ensuite, c'est parti à Audray-Boiron, puis ils ont déménagé en Normandie, mais ça existe toujours, la Vague Verte. Voilà. Donc, c'est Raiderie et Pizza d'Histoire. Et là, ce volume-là bénéficie d'une présentation, d'une préface par Jacques Dulphy et d'une postface par Jacques Guigné. Alors, Jacques Guigné, ben, qui est-ce? Eh bien, c'est lui qui fait les dessins, là. Ils ont collaboré, Jacques Guigné a collaboré avec Armel de Poilly, avec les hebdomadaires de Friville-Escarbotin dont je parlais tout à l'heure. Mais la plupart des textes sont illustrés de dessins de Jacques Guigné, qui sont donc comment des dessins. Le dessin de Jacquinier, on voit pratiquement jamais les yeux des personnages. Donc c'est toujours voilà, on est dans une brume comme ça. Et Jacques Guigné, c'est un des tout premiers dessinateurs de bande dessinée en Picard dans les années, dans la décennie 1970, hein. C'est un poète, c'est un latiniste, et puis il est également un dessinateur assez doué. Voilà, donc voilà pour Charles Leca.
Sa notoriété, ben, elle va dépasser le Vimeo, notamment grâce à ses contacts avec René Debris. Il sera enregistré par le Centre d'études Picard. Il sera également enregistré, bien sûr, par les Picardisans du Ponthieu et du Vimeux, hein. Il a enregistré pratiquement la moitié de ses contes de lui-même sur une cassette, enfin avec sa propre voix sur une cassette à l'époque, et la plupart est numérisée maintenant. Et puis, il a bénéficié de voir ces textes, quelques-uns de ces textes présentés dans des anthologies, notamment l'anthologie que René Debris a sortie en 1978, l'anthologie des poètes et prosateurs, et puis dans La forêt invisible, hein, la gare des Michards du Picard, hein, que, qu'on ne trouve plus, hélas, mais bon, qui a 40 ans d'âge maintenant. Eh bien, il y a un des rares Picardisans de l'ouest du département de la Somme qui est dedans, c'est Charles Leca qui est présent, et puis bien sûr dans les anthologies publiées par les Picardisans comme Vindamont ou bien Ébroussure, où là, bien sûr, tout le monde est rassemblé par ce groupe. Voilà. Un dernier mot avant d'arriver au texte de Charles Leca. Vous aurez dans les documents qu'on diffusera avec Olivier deux liens sur Internet où vous pourrez voir alors une impressionnante, moi je l'ai réentendu complètement, euh, une conférence de Jacques Dulphy. Alors là, pour le coup, vous pouvez l'archiver parce que je ne crois pas qu'il en refera, Jacques, et il n'en avait pas fait avant. C'est la seule conférence qu'il a accepté de faire. C'était celle sur Charles Leca, qu'il a proposée en 2008 à l'initiative de l'Agence pour le Picard à Amiens. Et donc, dans cette conférence qui dure plus de 2 heures, hein, c'est pas lassant du tout. Il y a de nombreux intervenants. Il y a sa fille, Méline, qui intervient, sa femme, Cathy, et puis Jean-Marie Thomas, qui est également, comme Jacques de Bourseville, mais qui habite à Ouagnaru, comme Charles Leca. Donc, ces gens-là lisent des textes de Charles Leca, en plus de Jacques, on va l'entendre tout à l'heure. Donc, vous avez cette conférence où il y a énormément de détails que je vous passe. Et puis, il y a une émission qui a été enregistrée par Jacques Darras. Alors, Jacques Darras avait une émission mensuelle sur FR3 à l'époque, Nord Picardie, donc France 3 aujourd'hui, euh, qui s'appelait Vous êtes en Picardie. Et donc, ça sonne mieux que vous êtes en Haute-France, hein, je trouve. Mais bon, vous êtes en Picardie. Et puis, il avait proposé à des Picardisans, quatre, de se réunir autour d'une table et de faire une partie de domino et de prendre ce prétexte pour non seulement parler Picard, mais ensuite également donner le vocabulaire du jeu de domino. Et Charles Leca a fait partie de la bande des quatre qui se sont rassemblés là, avec Aimé Savary et Jules Dufresne, et puis Bertrand Cronier. Donc des noms qui ne vous disent peut-être pas forcément quelque chose à tout le monde, sauf si vous êtes des lecteurs assidus de Schlancheron. Euh, Aimé Savary est de Beaucaire, à côté de Doulan, Jules Dufresne de Wattier-Ur, dans les bassures de Cailleux-sur-Mer, donc ils sont voisins. Et puis Bertrand Cronier, c'est un Amiénois, de l'Est amiénois, qui a choisi de vivre fait carrière d'instituteur dans la région d'Inville et puis de finir sa vie à Saint-Valery-sur-Somme. Voilà, donc les quatre compères sont autour d'une table, jouent à domino. Et alors, dans ce jeu de domino, le double blanc, a un nom en Picard, c'est Chemanier de Drancourt. Alors, Drancourt, c'est un petit village, un hameau même, qui est à côté de Cailleux-sur-Mer, à côté de l'Enchère, et où il y a eu un moulin, il y a un château également, enfin en ruine, mais qui existe toujours. Les ruines existent toujours. Et puis le meunier de ce moulin de Drancourt avait la réputation d'être toujours blanc, parce qu'il avait de la farine, jusque-là ça va, mais il était 2 fois blanc parce qu'il était royaliste. Donc le double blanc à domino s'appelle Chemanier de Drancourt. Il se trouve que dans la partie qui était complètement improvisée, il y a un des trois autres qui a sorti le double blanc et puis il dit bah, double blanc. Et Charles, il dit ah bah, chez Chemanier, Drancourt. Puis donc, il explique ce que je viens de vous dire. Vous aurez le lien sur les archives INA pour retrouver cette séquence qui remonte à 1983. Vous voyez, il y a 40 ans, hein, 40 ans bien sonné. Enfin, moi, ça me semble être hier, mais l'air de rien, il y a quand même 40 années qui sont passées. Voilà l'essentiel sur Charles Leca.
Et donc, sans plus bavarder, parce que j'ai déjà bien bavardé, on va écouter Charles Leca. Alors, je vais vous mettre un texte. C'est quoi? C'est à partir de la fable du chien et du loup de La Fontaine, que de nombreux picardisants, en tout cas plusieurs, avaient traduit jusqu'aux années 1980. Eh bien, Charles Leca a fait son interprétation à lui. Alors, on n'est plus dans la fable rimée, on est dans une fable en prose. Et puis, il va faire des allusions au Picardisant. C'est lu en séance au Picardisant le deuxième mercredi du mois, là, à Abbeville. Et donc, il fait des allusions à plusieurs personnages. Donc, il va faire allusion à Thiogène, Théojules. Théojules, c'est Jules Dufresne, dont je viens de vous parler, Théojules Tchébassur, qui avait lui-même traduit cette fable. Et puis, il va faire une allusion aussi à Gégène ou Eugène, Eugène Chivot, qui était à ce moment-là le doyen des Picardisans. Et puis, on va entendre à un moment donné la voix d'Armel de Poilly euh, quand Charles Quint va dire au souhait, et ben, Armel de Poilly va dire au vrai, hein, comme ça, dans son parler dernier, au vrai, pas au souhait, au vrai. Et donc, ça, c'est le côté, non pas, bon, on peut le prendre comme un côté professoral, mais c'est aussi le côté école du Picard, des Picardisans, où on n'hésite pas sympathiquement à reprendre l'un ou l'autre pour soit demander la signification d'un mot, parce qu'on ne l'a pas forcément, soit tout simplement pour dire, ben non, on ne dit pas exactement comme ça en Picard, on peut trouver un mot un peu plus riche ou un peu plus rare. Donc je vais vous partager euh, le texte et puis on va, comment je vais mettre partager l'audio également, et puis je vais essayer donc de vous partager le son. Alors Olivier, je compte sur toi pour me dire si on entend bien ou pas. Alors, Charles K. parlait de Wagnaru. Je suis tien puis je suis le. Fa vestiate per Chojan Catioteri, Thierry, il y a 300 ans, restiate un coup per Choju les doigtures, il y a 3-4 ans, je sais pas sûr. Puis il arrangeait per Chochar les Douanières, hier au soir. Au vrai, au vrai. Un coup comme il y a voilà. Un pour le tout déflanchait, des matchouerais, mais comme un chien de cleux, c'est comme un rio. Ses os, il est chipouette de ses ancres. Ses côtes, aux érudits d'échecs d'un berry acide éclit. Saint poids, il est tout puéru qu'une bruche. Une bruche est de poids d'échien. Quiconque il rouait soufflé dessus, il les rouait trondelait, bien sûr, tellement qu'il est doué des bistracs, maguerlés, minables et pilangreux. Ah, pour le que je vous dis, tellement, ah, pour le que je vous dis, ah, le sous-alimentait, comme aux héros dit à nuit. Et le dernier coup qu'il avait foi à boire poche, et toi avec Schlegno qui se désaltérait dans le courant du nom de pur. Vous voyez qu'il avait eu le temps de le digérer. Chez que je suis ravi avec ma chouette à tête pénible pour chez le. Chez Berthier, il avait surtout des gros chiens bien nourris, quasiment aussi mahoués des leux. Tout chez Jean qu'il avait des glaines, il ferait le pouillet au carnot. Chez Lièvre, il avait dos minimatos, puis chez Lapin de Garenne, il avait dos maximatos. Voilà, j'interromps, je pense, vous m'entendez à nouveau? Hein, bon, il y a énormément de vocabulaire, vous aurez le temps de l'apprécier. Hein. Au besoin, vous vous reporterez dans un dictionnaire si vous voyez. Alors, il y a également des jeux de mots, minimatos, maximatos. Donc, forcément, c'est de l'invention pure. Et puis, il y a cette manière, là, pour l'instant, il est encore en train de lire. Hein, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il y a des petites hésitation. Donc, on va continuer. Donc, vous avez vu aussi que la fable, elle est reconstruite. Il y a le prétexte donc de La Fontaine, mais il y a également donc le loup et l'agneau. Hein. Il n'y a pas que le chien et le loup, puisque va se désaltérer dans le courant du Nombre pur. C'est une autre fable de La Fontaine qui s'imbrique dans la première. Voilà. On reprend l'écoute. Et je cours au matin tout au matin, un chrétien pileux, et le note de l'eau, il sera nalloué, s'est lanché dans le centre, verdouille, et sponge vide, courir un coup, vide comme le gros chaise de nos fanfares municipales.
Il envoyait verdançait tous nuit, trachait dans chez beau, dans chez camp, et rien, à peine une kermen et de cornaille, puis une coupe de calimichon qui est à peine mangeable pour un lot comme vous le savez surtout. Il sera trinoué dans tout, pion, chaud pour bête, un cariochant sur ses pattes, puis l'autre point qui est devant lui, il aperçut un chien. Oui, mais pas un piot de chien de l'entière à punchette, hein. Un chien quasiment aussi haut qu'un bouédé, gros comme un moine, avec du poil bien ras et puis bien milat. Un chien qui avait l'air d'être fort comme un Turc, si je sais pas comme deux Turcs. Osez fort la bonne à demandé à ce gêne nervien. Et appétissant un chien comme moi pour un lot qui la glave. Pourtant, notre deux incessant pour le foche et détrôner un pareil bétail. J'en suis point lit, j'en suis mis que je suis trondelet qui se disait à lui-même. C'est pour eux qu'il y a fait le bio-bio. Ah, je suis tiens, en s'asseyant sur sa cul, puis en lui disant tout doucement. Bonjour, cousin. As-tu tout qui fait l'autre d'un air déméfiant? Tu te promènes, cousin? Oui, je me promène pour que ma soupe y passe. Hier, au vrai, j'ai trop matché. Puis, je n'ai point matché à ce même point de flip. J'agglave, mes bouillots, ils berloctent. J'ai un fin bleu. Là, je suis là, il s'est radouchi. Tokshio vient avec mi. Mi, et je n'ai tant épiquer dans ma crie. Et je n'ai chit à chez Glenn. Vous voyez que chez toi un bon fiu, je suis tiello. Des chiens, pas c'est comme des c'est comme des picardisans, il y en a des bons comme lui, puis des maouis. Puis comme d'autres, je ne veux pas citer personne, hein. Si je m'en veux avec lui, j'irai ti à matcher à chaque coup que j'aurai faim. Bien sûr, à tout coup, t'auras des bonnes patates tous les jours au soir. Ah, puis quoi qu'il faudra que je fasse. T'iras à Glen Desjardins, tu gèleras après chez Rouleau, tu dépinailleras chez Volo, tu l'écras les ortelines nos mouettes. Chez toutes? Bah oui, chez toutes. Ben, il ne peut que manquer. J'aglave tellement que je m'en vais avec lui. J'ai vu parti tout est deux ensemble, mais à route, je suis là, il dit à je suis tiens. Mais qu'à se fait qu'il manque du poids à tant qu'au. Je sais rien, chez ma couillé. Hein? T'as couillé? On t'attaque? Ben, bien sûr qu'on m'attaque. Ben, si chez eux, adé. Adé. Mais tu crèveras de faim dans le tango. Puis ça a bien fait pour ti. Chez Alors, on va continuer, hein. Donc, je veux préciser, on va continuer jusqu'au bout. Euh, on t'attaque, hein, vous voyez, donc on t'attache en français, hein, c'est pas le verbe attaquer, hein, c'est attacher, ou attacher chez lui, hein, vous voyez. Et puis, donc, vous avez entendu cette digression qu'il y a eu un moment chez comme des picardisans, il y en a des mois, il y en a des maouais, je veux dénoncer personne, voilà. Déjà, c'est tout à fait le style de Charles Quint, et je crois pas qu'il a pu s'empêcher une seule fois de partir un petit peu à côté du texte en réaction avec ceux qui étaient autour de lui. Bon, on va voir le dernier paragraphe, je le centre. Voilà. à partir de ce moment-là, Chochard et Douigneru, il n'est pas d'accord du tout avec Chojean de Catio-Thierry, puis avec Chojul et Tchebassur ici présent. Chojean, puis Chojul, ils ont voulu tout et deux nous faire croire que je suis là, ils savaient en aller dans Saint-Treux plutôt que d'avoir un couille à 5 ans. J'ai des matheux, mais je m'avais vous dire quoi qu'il n'a été. Je suis là, il a suivi, je suis tien. Il a liché les ortelets de sa mouette, mais ces bouillots, ils n'ont pu jamais gardouiller, madame. Il n'a pu peu aller vers danser des chibos, mais il a devenu penchu comme un 80 veltes. Il a eu un collier autour de 5 ans, mais il a eu tout des bonnes patates à mettre dedans 5 ans, au matin puis au soir. Même avec Saint-Pois, il a venu bien 1000 ans, puis qu'il a trouvé à se marier avec un Itchen. Il a été heureux, puis il a eu un grand-mère défunt. Des tiens-le, naturellement. Moralité. Liberté en ne vaut point bonne pâté. Je vois à vos sourires
que vous avez bien compris. Alors, vous pourrez apprécier à la relecture, donc par exemple, juste à la fin, il n'a pu peu aller vers danser d'Achébeau. Alors, le dinche est plutôt des, vers danser, pas vers danseux, juste à côté, on dirait comme ça. Et puis, malgré tout, il garde un pio. Il garde un pio pour dire un enfant, mais un tcho. Et donc là, il se fait prénommer dedans Tcho, donc parce qu'il y a Tcho Jules. Tcho Jules, on l'a appelé Tcho Jules, Tché ou je baronne chez Bassur, Thio Jean, Catio Thierry, Catio, pas Catio, hein, et puis Thio Charles Edouard Rue, c'était pas son surnom, c'est simplement pour la blague, et on sent bien dans sa manière de compter, de dire ce côté farceur, ce côté amuseur que Charles Quint a toujours eu, bien qu'il soit d'un tempérament, je vous le redis, nostalgique, mais la nostalgie n'est pas forcément de la langueur ou de la dépression, hein. C'est simplement un monde heureux, celui de la jeunesse, et puis celui qu'il a connu avec sa grand-mère. Ben, on va aller faire une autre expérience linguistique maintenant. C'est que, voilà, ça se met bien là. Et donc, bon, petite expérience, hein, c'est pas très compliqué. Donc là, on va aller sur une histoire de loup. Alors, les loups, je vous l'ai dit et je vous le redis, sont super importants chez Charles Leca parce qu'il y a ce grand-père du côté maternel qui a donc tué un loup. Alors, vous allez voir, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez noté, je sais que Christiane prend toujours des notes, enfin, du moins, c'est l'impression qu'elle me donne, que donc en 1828, donc, on a tué un loup à côté de Oignarles. Bien. Euh, Ça, c'est le fait réel qui a été authentifié par Jacques Dulphy quand il a fait des recherches sur les loups, parce que c'est un passionné de loups. Je ne sais pas d'où il tient cette passion-là, et je l'ai toujours connu passionné de loups et d'héraldique. Et donc, il a retrouvé les actes, la prime qu'on donnait aux louvetiers et tout ça en 1828. Et donc, dans le texte que vous allez entendre, c'est l'année 1827 qui est donnée. C'est l'année que Charles a retenue de sa grand-mère, Maman Tance, Hortense. Alors, Hortense, que Charles Leca ou Jacques ont toujours écrit Hortense comme vous l'écririez, comme on l'écrit aujourd'hui. Or, j'ai retrouvé, moi, l'acte de naissance de cette Maman Tance. Et en fait, le greffier de mairie ne connaissait pas le prénom. Et donc, il écrit Hortense, Hortance. Donc, en fait, on devrait écrire Maman Tance, Tance. Voilà, bon, ça c'est pour l'anecdote. On est au 19e siècle, hein, rien n'est bien fixé, mais rien n'est faux, hein, voilà, rien n'est faux. La véracité, elle est juste dans l'épaisseur du trait. Donc vous allez donc entendre Jacques Dulphy qui va vous lire. Et donc c'est pendant cette conférence qu'il a donné à Amiens. Donc j'ai conservé un extrait parce que le texte est assez long de cette histoire. Le fond de l'histoire, parce que je ne veux pas interrompre la lecture, le fond de l'histoire, c'est quoi? On tue un loup. Le père de Mamontance euh, est appelé dans la forge. On vient de tuer le loup, on l'a amené à la forge parce que la peau du loup est conservée par les forgerons, parce que c'est une peau, le cuir de loup ne prend pas feu, ne s'enflamme pas. Il est ignifuge, en fait, naturellement ignifuge, avec les flamèches qui sortent de la forge. Donc les forgerons chez Mérichaud, ils ont toujours besoin de cette peau. Et puis, le papa vient avec sa fille qui est toute petite. Et donc, comme elle n'a elle a 4 ans, effectivement, dans la mémoire de Charles Lecoq, on avait 3, Maman-Tance, elle a 4 ans. Et qu'est-ce qu'il fait pour que, il ne sait pas lire ni écrire, hein, le père d'Hortense, sinon il aurait fait écrire le nom de sa fille correctement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour que la mémoire de ce dernier loup soit maintenue? La gueule du loup est grande ouverte, elle est ensanglantée, hein, on est dans du gore hein, quand même, hein. Eh bien, il met la menotte de sa fillette dans la gueule du loup pour qu'elle se souvienne du dernier loup. Et donc, elle va s'en souvenir toute sa vie. Elle va transmettre à son petit-fils, Charles, cette histoire. Qu'on a tué un dernier loup en 1827 au mois d'avril et qu'on lui a mis la main dans la gueule du loup pour qu'elle s'en souvienne et qu'elle le dise à ses descendants. Et Charles Leca, qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre Jacques Dulphy en 1975-76? Il raconte cette histoire-là. Et donc, Jacques croit cette histoire puisque c'est la vérité. Il y a des témoins. Et Jacques est imprégné de cette histoire.
et il en écrit un texte qui va devenir une chanson. Il écrit le texte qu'il me transmet. C'est moi qui vais composer la musique pour que ça en fasse une chanson. Et à chaque fois que je vais présenter ce texte, comme je le fais ce soir, ou que je vais présenter cette chanson, je raconte l'histoire sans lire de notes, en vous regardant. Là, il y a rien devant moi et je vous raconte ça, que je tiens de Jacques, qui le tient de Charles Leca, qui le tient de sa grand-mère Hortense, qui le tient de son père qui était né donc sous Louis XV. Et en fait, on est dans la pure tradition orale, que bien entendu, on galvote parce qu'on écrit et puis qu'on a des éléments de documentation, on a des éléments de preuve. Mais sans ces éléments-là, quand j'ai rencontré Jacques, Jacques ne savait pas que l'histoire était vraie. Il n'avait pas, avant 1980, il n'a pas fait ses recherches. Moi-même, je n'avais pas été dans les registres d'état civil. Et Charles Leca était vivant, il était là comme témoin de sa grand-mère. Et on ne va pas mettre la parole d'un petit-fils en doute. Et bien donc, on est dans cette tradition orale. Que nous avons souvent dans des traditions, dans des transmissions d'informations familiales, où parfois elles sont tues aussi, mais donc il y a des secrets de famille, mais quand ça n'est pas tu, c'est transmis. Et là, on traverse en fait tout un tas d'époques, et ce que je viens de vous raconter là, l'air de rien, ça a 200 ans. Voilà. Et donc la tradition orale, ça peut maintenir sur plusieurs siècles des choses tout à fait véridiques. J'ai assez parlé, je vous laisserai cogiter après sur la tradition orale, mais vous verrez que c'est pas complètement c'est pas complètement absurde ce que je vous ai raconté là. J'en ai parlé avec des historiens, des chercheurs, et qui, effectivement, dans d'autres civilisations, dans d'autres contrées que la nôtre, on s'appuie sur cette tradition-là pour retrouver ici des traces, là, des toponymes qui attestent, etc. Voilà le texte. Un histoire et de le. Donc l'extrait, la fin de ce texte. Et puis, je vais. À l'histoire de figurez-vous qu'un dimanche après les vrais, pédléné d'Iché 127, momentant ce qu'elle avait 3 ans, au corrigereux, chez Jadouinieru, il avait été fouine battu d'âge qui restait de chevaux, et puis qu'il avait tué un grand vieux déflanqué, démachouéré, éru comme un hérisson, matché à Verman, minable, poids vieux à vie. Au machoué un plus navire gramin des le. Un perchi perlo, mais plus des bannes comme dans le temps. Même avec chez Jacques, il avait été deux stylos, il avait idée que je rotège des reins. Il l'avait pendu per ses pattes à un tiné, et puis rapporté à la maison des chimérichaux qui volent la fouère à Chinois pour espion. Il n'y a rien de tel que des Chinois à cuire et de l'eau pour chez Marichaux. Un brûle point. Mathéon, Charles, il l'a ce qu'aux avotues à l'eau. Il a voulu à le lever, et puis il a voulu qu'espiote, qu'elle a voué 3 ans, à l'évouer chez tout. Viens virchule, piote, qui y a dit comme et puis il l'ont monté à dos chez les femmes. Même qu'elle a eu un plaisir du diable. Quel goût. Je suis sale bétail, il est au lot, sous son carterie, pour courir des piotés. Advinerez-vous qu'au kilo fouet matin. Ah, c'est ton point adoreux, kilo. Il l'a déquerché de sa dos, choc piote. Et devant Chule, et puis après se menotte, la choc piote minette, qu'elle poussouait des cris du diable, et puis il a lancé ce menotte dans le gueule et de Chule. Une gueule grande comme une salle de danse, avec des londins pointus comme des dents de fourque, une langue badante et puis rupilleuse comme une brouche de poil des tiens. Comme choc porpiote, un naïeux affreux, qu'à ce naramatu tous vie. J'ai-tu des coups à fouiller? Non, j'ai pas des coups à fouiller. Et puis, je n'y avais plus passé. Mais acheteur et que j'ai que manche à vieux acheteur que je reste à l'écurie du matin au vrai, et que j'ai le temps de rebattre mes autant, à mervient cette histoire-là. Et puis je me lui a permis, si Mathéon il a foué un freux comme à ma grand-mère, chez qui parce qu'il est toué maoué? Non, c'est parce qu'il a voulu qu'elle se souvienne chez Tchéle. Peut-être qu'il est au point gramin malin, et puis qu'il n'avait rien trouvé de mieux pour inscrire dans le cervelle de ma grand-mère un moulet d'histoire. Voilà. Donc la lecture de Jacques, elle est amusante à entendre d'un point de vue phonétique, parce que Jacques a du mal à garder des yo, il dit des yeux, hein, lui, naturellement et spontanément. Bon, il y a du vocabulaire aussi dedans, hein. Alors quand on met le loup
Schleu sur un tinet, c'est un trancier, c'est une barre, hein. Il est accroché comme ça et ça se porte au moins à deux hommes. Euh, donc là, la langue, elle n'est pas répilleuse, là, elle est rupilleuse, mais bon, ça ne change pas. Et puis, ça ne change pas le sens de rêche, de râpeux. Et puis, il y a vers la fin, dans les mots, Rbat, c'est autant, alors Jekmash, je reste à l'écurie, ça veut dire que je suis en retraite, je reste souvent chez moi. Donc là, l'image, elle est rurale, si on veut bien. Et puis, j'ai le temps d'Herbat mes otons. Donc, bon, c'est une expression qui est assez connue, qui est assez utilisée un peu partout, au moins dans le département de la Somme. C'est rebattre les otons, ce sont les épis de céréales qui ont déjà été battus au fléau et qu'on rebat pour récupérer vraiment la fin, hein, du fin des grains de blé qu'il y a dedans. Mais ça veut simplement dire, en expression imagée, comme c'est le cas ici, rebattre ses souvenirs, rechercher ses souvenirs. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça s'emploie. Bon, le reste du vocabulaire est costaud, mais je peux pas, j'ai pas envie de m'attarder. Je préfère que vous fassiez l'effort éventuellement soit de me poser des questions, on peut toujours échanger par mail le reste du temps, ou bien de rechercher dans dans des lexiques si vous en avez à votre disposition. Et puis, je voudrais vous donner un élément de langage qui nous vient bien de Charles Leca. Il a écrit, donc je vous disais, des contes, mais il a écrit aussi quelques dialogues qui ont été théâtralisés, dont un qui est intitulé Doddravi. Alors, je vais insister sur le mot Dravi, qui a pris en 40 ans un autre sens, mais c'est pas grave, c'est le propre d'une langue vivante que d'évoluer tant dans son vocabulaire que dans les acceptions de ce vocabulaire. La Dravi, initialement, c'est le mélange de différentes plantes herbagères et fourragères, dont une légumineuse, du mélilo par exemple, enfin des plantes comme ça qui sont mélangées pour faire un fourrage pour donc le bétail. Donc c'est un mélange, quelque chose entre guillemets qui n'est pas parfait, qui n'est pas pur, qui n'est pas unique. Et puis par sens imagé, Dravi, il y a 70 ans, 80 ans, les gens qui parlaient picard, mais qui voulait bien s'exprimer en français, mélanger, transformer des mots de picard en mots de français qui n'existent pas. Alors, un des mots les plus amusants, enfin les plus amusants, les plus emblématiques de ce que je vous dis là, c'est un cachoir, un fouet, un cachoir. Alors, cachoir, si on ne sait pas qu'en français c'est un fouet pour faire aller le cheval, par exemple, eh bien, on ne peut pas le deviner ce mot-là. Il faut savoir que c'est un fouet. Alors, les gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un cachoir disait une chassoire. Parce qu'on sait qu'un catieux, ça fait un château, donc un cachoir, ça fait une chassoire. Sauf qu'une chassoire n'existe pas en français. Et donc là, c'est ça, parler de l'dravi. Il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, et antérieurement, la dravie, c'était ça, c'était transformer un mot de Picard en français qui n'existe pas. Et aujourd'hui, vous savez ce que c'est, puisque c'est assez fréquemment employé, pour dire que c'est mélanger du français avec du picard, c'est-à-dire entre guillemets du vrai français avec du vrai picard, et ça fait un mélange de langage. Donc voilà, voilà un mot qui a glissé, et Charles Leca n'est pas pour rien dans cette affaire-là, puisqu'il a écrit cette pièce d'Audravi où trois consoeurs, commères, comme vous voudrez, dissertent autour de maladies et transforment tous les noms de maladies. Alors il n'y a pas que l'infractus, hein, mais donc la péritonite et tout ça sont transformés avec des mots qui n'existent pas. Mais au final, on arrive à comprendre, mais là, il y a une telle accumulation que c'est quand même fait pour rire plus que pour sourire. Et donc c'est d'autres Dravi, voilà, c'est une pièce que nous avons jouée, moi pas personnellement, mais que notre équipe avait joué dans les années 80, 85. Voilà. Euh, je pourrais presque vous la raconter, mais je ne veux pas partir dans trop. Je ne veux pas faire du Charles Leclerc et puis partir dans des digressions. À n'en plus finir. Je, ce point étant dit, je vais vous partager maintenant un autre texte euh, qui n'est pas dans le registre de l'humour. C'est un texte que Charles avait lu et qui n'avait pas édité, qui sont des souvenirs de guerre. Alors on pourrait mettre deux histoires et de guerre avec un S à guerre, puisque ce ne sont pas les mêmes guerres, et c'est moi qui vais vous le lire cette fois-ci et commenter en même temps.
Deux histoires et de elle se posait des jours perlés, puis d'un coup, des grand-mère du côté des mères, et que c'est un nom chez toi Hortense, et puis que nous, ses éfants, puis ses pieux éfants, aux apploem mamantance. Qu'on l'aime bien. Et je vous ai raconté, et quand elle est tout piote, il y avait cuire des leux d'un chez Beau rue, et je vous ai raconté et tout qu'elle butchouait des jours d'un chez Camp, et devant d'avoir communié, puis que l'aînée qu'elle est morte à l'âge de 80 ans, à la cuire arraché ou chez un demi-journée de peu tout seul, à Zach como, faut le fouer, faut le fouer. Chez Canavoué Poeder très tellement m'entence, et puis qu'il fallait bien qu'elle donne un mollet des yudes à ses enfants, qu'il les nourrit chouette, et puis qu'il n'avouait pourtant point graman trop pour eux. Donc là, on est en fait, un rappel. On est un peu dans le conte, dans le conteur aussi. Les textes auxquels il fait allusion, un peu Méter avec sa grand-mère, ben, vous l'aurez si on n'a pas le temps de lire, mais je vous le ferai pas parvenir. Et puis, eh ben, les histoires de loups, on en a déjà parlé abondamment. Est-ce que vous avez dit, chez Caloyeux, 7 enfants, et puis qu'elle en a perdu 4. 4, on y passe ses points. Qu'est de mots, qu'est d'étrèche, qu'est de misère. Mais ce que je voudrais vous dire dès la nuit, c'est une vieille histoire et dire qu'elle est nouée de ses grands-parents à elle, une vieille histoire qu'elle avait dit elle-même à ses enfants, puis qu'elle me ferait bien plaisir à mí, qu'elle ne fût pas perdue. Donc vous voyez, donc la tradition orale, la transmission orale plus exactement, qui va être transcrite pour que ce ne soit pas perdu. Et donc, je m'en vais vous le redire à ma tour. Même si vous voulez bien, nous allons faire comme si elle serait courir du monde, mamantance. Et puis nous fit jurer et que chez elle même qu'elle nous perle, accoutons-le. Yo, je ne sais pas vous dire, mes enfants, des aînés puis des aînés, peut-être des siècles, qu'un météon, il est tué soldat, un temps de guerre d'un pays étranger. Quoi qui s'est passé, je ne sais point. Probable qu'il y a eu des gens des pays, l'eau, qui l'ont foué des misères à nos troupes, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nos soldats, ils leur chu l'ordre de massacrer tous chez habitants, comme grands, sans en cheater un de vivant. Vous voyez, on a bien cheaté, un peu cheateux. Voilà, tout à l'heure, je me suis repris avec faux et feu, hein, parce que moi, c'est feu également. Il feu. Vlodon Mathéon, qu'il enfonce une porte. Quoi qu'il y avoue des pièges. Pour ceux qui n'y sont pas, ceux ou celles qui ne sont pas habitués, choc piège, on l'a rencontré plusieurs fois, c'est l'assimilation régressive qui est typique du Vimeux sur l'article défini féminin qui prend toujours, c'est pas chol ou elle, c'est chol, mais comme derrière il y a porte, ça devient chop porte, chop piège, chop femme. Hein, voilà, donc la première consonne du substantif ou du mot qui suit, ça peut être un adjectif aussi, chaume méchante porte, voilà, c'est chaume méchante porte, hein, voilà. Et donc, qui vient donc se coller dans la prononciation à l'article défini féminin, singulier. Quoi qu'il y avoit d'achop piège, un pio effant endormi d'un saint-bert, rétu comme toute. Rétu, c'est mignon. Quoi qu'il a foué Mathéon, il a rebéillé chupio. Saint-Cher, il a butché d'aspoétrane, il a sorti tout du chemin, il a refermé chaque porte, et puis il a dit à Zot, n'entrez point, il n'y a plus personne. Donc au-delà de l'aspect poignant, donc un Zot, un poison ici. Blo, qu'elle a dit bien des coups, m'en ça ses effants, puis à ses pieds aux effants. Mi, je n'ai jamais ce à doux, et puis à quel moment que cette triste histoire là, ça voulait passer. À m'idée que chez toi du temps de Louis XV, quand Louvois, il a occupé Eche Palatina. Bien sûr, maman ça ne l'avouait jamais ce, et le nom de Saint-Théon. J'aurais pourtant bien voulu le savoir, mi, puis je m'aurais bien voulu vous le redire. Un autre histoire, acheteur, mais moins vieille, Echelolo. Chez toi, durant le déranger d'un pio poyi pour loin d'ici, occupé par chez Allemands, bien sûr. Est-ce que il y avait un père ami, un arrière piofiu lié tout del théon momentance, qui soyait du beau, soyez c'est scié, hein, avec une scie, soyez du beau, d'un court et de ferme. D'un choc court, assimilation aussi, hein, d'un choc court, il y avait un pur. Un pur, c'est un puits. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure de pur, donc il y avait des vieux papiers. Un pur avant, 50 mètres au moins. Plati point qu'un soldat allemand, il s'amène pour un van de yo. Au moment que Fridolin, il enchaîne Saint-Cio, donc c'est un puits avec une chaîne qui va descendre les 50 mètres, donc il enchaîne son seau, donc il accroche son seau à la chaîne. Donc quand il enchaîne Saint-Cio, ah, je me suis encore fait là. Et devant chaque porte tout grand ouverte, Mampera, il a approché tout du chemin derrière Ali,
Il l'a poussé un bon coup et puis il l'a fait basculer d'âge pur. On a entendu un hurlement et puis un fourdouf. Et le fourdouf d'un chagne qui se déroule à tout casser sur un treuil, un flouk et puis plus rien. Et je la fouère, elle est tout faite. Hosto, ma périn, il s'a débiné à douce, comme on dit. Il a eu de chance. Personne ne l'avait vu. Chez les autres chupans, ils ont pensé que le camarade, il avait glinché. Ils n'ont pas traché plus loin, puis ma périn, il n'a jamais entendu parler de rien. Chez lui-même, ma périn, qui m'a raconté saint fait d'herbe, il est tout content d'avoir noyé un boche. À fois un de moins, qui m'a dit. Mais peut-être que vous de savoir ça nom à ma périn. Quand pas soumis, je ne vous le dirai jamais. Voilà. Bon, c'est une histoire véridique qu'il a confiée Charles à Jacques Dulphy, c'est pour ça qu'on en a eu connaissance. Ah, vous aurez remarqué que j'ai fait une erreur de prononciation ici, parce que là, chez Otupan, ils ont pincé, c'est propre au Vimeux. Enfin, quand je dis c'est propre, c'est pas uniquement dans le Vimeux, mais dans le Vimeux, c'est comme ça. C'est pas moi, moi, ça serait chez Otupan, ils ont pincé. Et donc, c'est pour ça que des fois, j'accroche sur le il au pluriel, hein, et non pas au singulier. Voilà. Donc, voyons, dit par Charles Lecasse, ça pouvait être quelque chose d'assez poignant. Euh, et puis, bon, je vais vous donner quelque chose de plus léger derrière. C'est Cholmande. Alors, voilà. Hop. Voilà, si ça va bien se mettre là. Et puis, donc, on va écouter Cholmande qui édite. Donc, il faut que je fasse le partage par Jean-Marie Thomas. Alors, c'est une histoire comment, qui est dans Rêverie. C'est un conte qui est dans Rêverie. Et donc, bah, vous avez l'illustration de Jacques Guignet qui est là. Euh, et puis, vous avez en bas à gauche, je vous ai mis la dédicace que Charles Leca a faite à Jacques Dulphy sur son exemplaire de Rêverie en 1976. Donc, vous voyez, le 3 avril, hein, vraiment, le livre est paru la veille. Et donc, Anne Gronet de Picardie, Zannerie, pour Chupio Jacques et de Borséville. Voilà, donc On Jacques, il voit est mais tout rien, à Jean-Luc. On- On voit mais rien, Jean-Luc. ouais, Jean-Luc, Comment? tu On partages voit pas pas. tu Je partages pas le partage bon pas le bon écran. écran. Alors, on va recommencer avec le bon écran. Ça va là? Voilà, bah, c'est bien, faut râler, faut râler. Tout à l'heure, si on râle pas, c'est qu'on n'est pas, hein, c'est qu'on n'est pas attentif. Donc vous avez Scholmande, la fin du texte, hein, parce que là aussi, on peut pas faire tout. Euh, le dessin de Jacques Guignet, et puis la dédicace en bas, donc pour Jacques Dulphy. Et puis maintenant, je vais vous mettre l'enregistrement. Natol, un serrurier de Mapouilly, qui s'en allait donc à pied. Je vous ai dit une bêtise, celui-là, il est dit par Charles Leca lui-même, c'est un enregistrement qu'il a fait. Hein. Je le remets à zéro. Natol, un serrurier de Mapouilly, qui s'en allait donc à pied un jour au matin à Ekerbotin, avec ce des cellules susnitaignes. Un sacré quelque. Puis pour aller à Ekerbotin, il y a un bon élu, avec des mains qui ne s'étaient poches cachées qu'un rouleau en vapeur. Des mains plein de paroles puis plein de bouches. Et de quoi user son sous de clos puis une paire et de beaux à galoche à chaque voyage. L'ontilleux du monde au port vieux. Il est toi à peine s'inquiéter, il nous bouillit nos pour Natol. Et derrière lui, il atteint le trot d'un bidet et le carillon d'un perpentaille de galop qui derrière le carriole qui crache des déchets cailloux. Ben, peut-être. Alors, je sais pas, là, c'est peut-être compliqué en vocabulaire pour certains. Donc, il y a donc cette voiture à cheval, hein, qui passe, et que derrière lui, il atteint le trot d'un bidet, jusque-là, ça va, et le quérillon d'un pertintaille et de guerlot, donc le carillon, le carillonnage. Un pertintaille, ce sont ces colliers qui sont faits de clochettes, hein, donc, qui vont résonner donc des grelots. Et donc la pertintaille, c'est toutes ces pièces métalliques qui déjà entrent en elles-mêmes, ces chaînes, etc., qui s'entrechoquant vont déjà faire du bruit. Et puis des requérioles. Donc vous voyez, on a quand même des assonances. Hein. Quérillo, pertintaille, guerlot, quériole qui grinche d'un chien queilleux.
Alors, Cailleux, c'est Cailleux, hein, partout ailleurs. Mais lui, c'est Cailleux, donc ça se prononce comme à Cailleux-sur-Mer. Alors, Cailleux-sur-Mer, ça se dit pas Cailleux ni Cailleux, ça se dit Tcheilleux, hein, voilà, un Tcheilleux. Voilà. On reprend la lecture par Charles. Que je vais avoir une occasion de voiture qui se dit Natol, content comme tout. Toi, Machet, chez toi, Isidore, qui s'en allait à Schmercher des Kerbotins, à cater des pieux cochons, des coureux, pour graisser. Je suis pas un méchant fût d'or. Chez pour eux qui passent souvent chez les premières élections de conseil. Oh, qui crie à Saint-Bidé à rattrapant Natol. Puis il fouille. Il s'en irait qui peut avec Kerbotin, je tombe là. Ben, si qui répond l'autre. Béni, je n'ai tout, puis j'ai d'autres plages. Monter en voiture. Natol, il ne se le faut pas dire deux coups. Il monte et puis il s'assit sur une banquette à côté de Zidore, un roi dansement dans Saint-Do. Décrétez-vous qu'il faut ici. Natol, il ne sait décréter point. Mais qu'à ce fait qu'on ne posait pas vos mandataires, on ne vous coûtera pas le budget. Savez-vous ce qu'il a répondu, Natol? On ne l'a deviné point. Et je vais vous dire, je ne me décréterai pas. C'est jeune. Vos bidets, il est bien assez quelqu'un comme vous. Super Corneille. Mais Alors, utile. la bande, elle saute, hein, c'est pour ça qu'il y a des mots qui manquent, hein, vous avez bien entendu. Donc, je vais vous redire la fin, hein. Donc, Natol, il monte, il garde ce monde à Saint-Do, il ne veut pas se déquerquer, hein, là. Savez-vous ce qu'il a répondu, Natol? On l'advinerait tes points. Et je vais vous le dire. Non, je ne me déquerquerai point. Faut pas abuser de chez bête plutôt que de chez Jean. Vos bidets, il est bien assez kerché como. Hein, voilà, voilà. Donc, bon, c'est une autre forme de logique, hein, voilà. Et donc, on est sur des choses qui sont comptées. Je veux dire, c'est pas forcément original, l'histoire de Charles Quint. Il y a l'histoire de la boîte à horloge qui est aussi dans Rédry, qu'on retrouve ailleurs. Il y a l'histoire de la soupe à corneille qu'on passera peut-être là si on a le temps. Et puis, donc, ce sont des thèmes issus là vraiment là pour le coup de la tradition orale. On va les retrouver chez Le Dieu, on va les retrouver dans l'Est amiénois, on va les retrouver un petit peu partout dans le Pas-de-Calais. Voilà. Et donc là où il va y avoir des fois même des textes avec une fonction initiatique, des choses comme ça, ou farceuses. Donc on est dans un monde qui nous échappe un petit peu aujourd'hui, hein, si on se dit qu'on est en 2024. Nous pouvons encore le maintenir, mais de là à ce que ça se transmette aux générations qui suivent, j'en doute un petit peu quand même, hein. Alors, bon, on va avoir le temps de faire Apométer. Donc, voilà, le texte. Je vais le partager mieux que tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous avez à nouveau le texte avec l'illustration originale de Jacques Guigné. Et puis maintenant, Au staudinet, momentant, ça sert bien route. Mais je m'ai mis à ramasser puis à insacter. Et pour grand-mère, elle, au voyoué carrément choué à être péné. En se rapant à Saint-An puis choué souvent puis à s'appuyer sur le potenton de Saint-Mouché. En me fait jouer peine. Pour le potinton d'un loucher, c'est la poignée qui est en haut d'une bêche, hein. C'est le petit T, hein, c'est ça le potinton. C'est un mot que j'ai appris avec Charles aussi. bosse et je dis fouille. T'as du mot dans le dos pour momentos. Oui, ma pio, puis je n'ai plus grand de force. Ranalo, si t'es le grand momentos. Tu te coucres ou bien tu t'assires dans ton cadeau. On ne sait pas point, ma pour pio. Il nous faut des pommes pour nos cochons puis pour nous. Pour pauvres et manger, il faut que manger pour les arracher. Et que mec, à ce fait qu'on mange des pommes de terre, mon entence, ben, c'est pour avoir des fourches. Ah, puis à quoi qu'en sert d'avoir des fourches? En sert à arracher des pommes de terre.
L'eau un peu de cervelle à s'en mis à route à abolir, à croire qu'elle allait truter. Et je m'ai remis à insecter, puis au bout d'un moment, je dis à maman Tasse, Donc, truiter, c'est se corrompre, hein, c'est de l'eau trutée, c'est de l'eau qui est corrompue, qu'on ne peut plus boire. Et puis, il y a cette conversation en boucle, hein, sur les forces, les pommes de terre, les forces, voilà, hein, c'est qui a commencé. Donc là, il y a l'interrogation du petit-fils à sa grand-mère. je ne comprends pas que tu te fais du mot commun pour arracher des pommes de terre, pour en manger, pour avoir des forces et pour en arracher. En soit aussi bien que tu t'en vas coucher. Mais elle, on ne le comprendra pas comme moi. Puis on n'a pas voulu revenir à nos maisons. Quand on l'avait l'espèce, on ne l'avait pas au père. Enfin, qu'elle a arraché des pommes de terre jusqu'au vrai, puis qu'elle était tellement grande qu'elle a eu du mot à se ratriner à nos maisons. Pauvre femme, 3 semaines plus tard, elle a eu à faire qu'elle n'a resté couchée. Elle se plaindre tellement d'espace qu'aux ont dire à ce médecin qui vient. Il a venu mercredi d'après, en voiture à sort. Chez des coliques misérés qu'il a dit. Il n'y a qu'à le purger, lui mettre des maths, puis à peine qu'à se passe. Oui, mais en ça point passé. Chez Coliclo, à votre rondelle des jeunes comme un perpète, à malaise des vieux. Puis chaud, vieuserie à compter tout. Perdez sur le marché à l'étoile musette, budget de Chicago, grand-mère. Maths, huile de ricin, pied d'Elio, lave-main, chez Concy, aux heureux pichet d'un passoire. Chez Colique, et puis Chauve-Buserie, qui l'ont eu déçu. Bon, je pense que vous arrivez à suivre, hein, donc, là, derrière l'anecdote des pommes de terre, voilà, les choses, elles deviennent un peu plus dramatiques. Et puis, bah, une quirpette, c'est des ratons aussi, hein, c'est une crêpe. Hein, donc, à vous rondelle des jeunes comme une quirpette, à malaise des vues. Donc, à malaise, c'est a fortiori des personnes âgées. Hein, et donc, la vieuserie, ça compte aussi. Butcher, c'est buquer, c'est frapper. Hein, donc, mais c'est donner un gros coup de travail dans les champs, là en l'occurrence, puisque c'est ce qu'il est question. Des mattes, ce sont des compresses, qu'on peut mettre par exemple sur la poitrine, enfin des choses comme ça. Et puis, c'est comme si causer un pichet d'un passway. Des Ah, coliques nous avons pulmisées. quitté, maman Tance. Je suis dimanche d'après que je mette ça l'avenue. Peut-être, qui sait, pour nous faire passer moins de temps. Chez quand nous a parlé, et le dernier coup qu'elle a ouvert Facebook. Maman, elle y a fermé ses yeux, puis nous a un mouchoir à sa menton, comme si elle avait curieux du bois sédin. C'est un peu si fort que je criais à maman. Mon Dieu, quelle détresse. Bien sûr qu'on ne peut pas avoir 5 ans puis chez d'un autre. Pourtant, quand chez les siennes, au voir et regarder. On a un fromage d'un nombre d'aveux qu'aux apportages au chantier. Aux a descendu chaud de bois d'un trop qu'aux avons fait des chauds de terre. Mi, et je brille, puis je passerai. Yo donne, aux étoiles quoi, peut mettre ensemble. Un peu de terre, quand on les met des chauds de terre, les pousse. Mais Tim, pour grand-mère, malheureusement, tu ne les pousses au point. Voilà, donc on est dans une forme de drame, hein, un drame familial, mais un drame pour le petit-fils, avec bon, cette analogie, allégorie autour de la pomme de terre, de la mort. Et puis, donc il y a quand même
je regarde, mais il y a quand même une tripotée d'assimilation qui se succèdent, hein. C'est franchement propre au Vimeux, donc au Vimeux industriel de surcroît, pas dans la région de Ouansmont ni d'Alencourt. On l'a informé d'un longue boîte, un beau. Et là, on l'a daché du, d'un chop boîte, d'un treux, choche cimetière. Le cimetière est féminin en français, hein, c'est le genre féminin. Voilà, et puis après, on l'a mise à chaud de terre, hein. Donc, on a chop boîte, d'un choche cimetière, d'un chaud de terre. C'est pour les gens qui n'y sont pas habitués, c'est assez désarçonnant. On a le temps d'un dernier texte avec Charles Leca, alors là, qui sera plus amusant, et puis qui est véritablement là aussi issu de la tradition orale. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois ce soir, mais ça, c'est une vérité. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas de mal, quand vous allez lire le titre, à peut-être même que savoir déjà de quoi il va être question. Et donc, je vais partager ça. Voilà. Et puis, on va pouvoir l'écouter également. Donc, vous voyez, le titre, c'est Soupe à corneille. Alors, avant de regarder le texte par lui-même, donc en bas, je vous ai mis une photographie issue d'un article de presse des années 70, où on voit Charles Leca à gauche, à côté de lui, Eugène Chivot, donc doyen des... Enfin, non, il n'était pas doyen à ce moment-là, puisque Eugène est 2 ans moins que Charles. Armel de Poilly, qui a donc le même âge que Jeanne Chivot, et puis Jacques Guigné, qui était encore jeune à ce moment-là, devant une reproduction de la tapisserie de Bayeux. Et puis donc, c'était les quatre compères ils n'ont rien fait tous les quatre ensemble. Enfin, je veux dire, ils n'ont rien créé ensemble, mais ils se sont beaucoup fréquentés. Et donc, on pouvait lire parfois leurs quatre signatures dans le même hebdomadaire. Donc, on va écouter le texte donc, de Soupe à Corneille. Alors, je dis, à Amiens, le restaurant, la soupe à Corneille, hein, dans Saint-Leu, voilà. Et donc, c'était les créateurs, il y a 45 ans, de ce restaurant, qui avaient pris ce prétexte. Laurent Devim a raconté Soupe à Corneille, Jean-Marie François l'a raconté. Je veux dire, c'est un thème qui est rebattu, mais dont Charles Leca avait donné une version qu'on va pouvoir lire et entendre. Soupe à corneille. Mais Pelletier, il cache. Même c'est un bon cacheux qui perrouille. Et je n'y reviens jamais Berdouille qui dit. Je ne l'ai pas te dire. 12 ans, et le jour d'ouverture del cache, il ferme son salon, puis sur chaque porte, il croche l'écriture célèbre, fermée pour cause d'ouverture. Stilo qu'il a inventé, il est tout possible bête que je n'ai l'air. Pelletier et Pikachu, comment qu'on voulait qu'il ne fût pas bladio, puis même à voler matin. Puis toujours une norme qu'elle pousse l'autre. À côté, je trouve qu'il a voulu me faire à croire et le dernier coup qui m'a coupé avec vous. Il est pas loin qu'avec des vieux corps au fond de bonne soupe. Mais lui, je prétends qu'avec des vieilles cornailles, les rois de pis 70 ans, à Vichanton, au feu de bonne soupe et tout, puis même avec chaud viande, elle est bien mangeable. Ce qu'il faut, c'est savoir et faire cuire. Vloquement qu'une femme a le fouet. À la vanne au pot au fût, puis à l'y mettre d'oignon, trois poirions, un mollet chaud cornal, plein puis débrouillé, puis un caillou. Si vous faites en fait cuire les vieilles corneilles, qu'on n'oblige surtout pas sur le caillou, un gros, point plus plan qu'un eau des ans. Quand tout est prêt, une femme a le méchu pot au fût sur nos poêles, puis elle fait du feu à bataille. Quand je suis caillou il est cuit, on nous mettons à table. Voilà. Bon, c'est toujours le même thème, hein. Voilà. Donc, la vieille corneille avec le caillou qu'on met à cuire. Et bien entendu, la viande est tellement dure qu'il faut attendre que le caillou soit cuit pour passer à table. Vous aurez peut-être remarqué son article masculin cette fois-ci, que j'ai beaucoup parlé des féminins singuliers, mais masculin singulier, chu, bon, qu'on trouve fréquemment dans la Miennois, mais pas trop dans le Vimeux. Mais là, on rapproche la Normandie proche, hein. On est
on n'est pas loin de Mers-les-Bains, le Tréport. Et donc, il y a cette influence-là sur le chu. Donc, quand chu cueilleux, il est cuit, mais il est cuit, mais il y a plusieurs occurrences de chu. Donc, c'est le, hein, tout simplement. On l'a aussi dans le Ponthieu, en particulier dans le Val d'Authie. Donc, voilà, ce n'est pas un marqueur linguistique propre, mais c'est simplement parce que je pense que pour certains ou certaines, c'est pas quelque chose de commun. Voilà. Donc, on a fait un petit peu près le tour de ce que je vous avais préparé. C'est bien, j'ai été bavard, mais j'ai réussi à tenir à peu près les délais. Donc, écoutez, si je voulais vous préciser que les éditions de la Vague Verte, donc ils ont un site internet. Si vous voulez vous procurer Rêderie dans sa dernière version qui est la plus complète, vous retrouverez ces textes-là et beaucoup d'autres, hein, et puis quelques inédits et un bon vocabulaire aussi à la fin et quelques articles, dont un de Jacques Guigné, et puis la préface de Jacques Dulphy. Il y a beaucoup de Jacques, hein, dans l'ouest du département, il y a beaucoup de Jacques. Voilà. Et puis, si vous vous trouvez là-dessus, surtout, vous sautez dessus à pieds joints, sans l'abîmer, et puis vous le mettez de côté. On en voit de temps en temps, c'est rare, mais bon, j'en vois de temps en temps passer un ou par an, pas plus, chez certains bouquinistes. Ben voilà, donc Charles K, quelqu'un de franchement attachant. Je me souviens très bien de ma dernière rencontre avec lui. On donnait une prestation théâtrale à Rue, dans la salle qui est à côté du Beffroi de Rue. Et puis, il était venu nous voir en grande amitié parce qu'il était dans le secteur à ce moment-là, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc, c'était un personnage assez grand. Enfin, moi, il me semblait grand, en fin de compte. Il était peut-être pas plus grand que moi, mais bon, il me semblait grand. Avec un béret, quelqu'un de fort sympathique et très, très, très content de rencontrer des jeunes parce que il y avait ce passage entre deux ou trois générations qui pouvait se faire et pour que le Picard survive. Et puis donc, il y a maintenant, il est décédé en 1988. Je me souviens aussi de son enterrement. Ce jour-là, j'y suis allé. Et puis, on est allé chez Armel de Poilly en sortant du cimetière. Parce que Armel, c'était la fin de sa vie, il pouvait plus se déplacer. On est allé lui dire bonjour et c'est aussi quand je peux que associer les deux personnages, puisque c'est le dernier jour où j'ai vu Armel de Poilly, c'est le jour de l'enterrement de Charles Leclerc. Enfin, bref, ça c'est ma vie, mais c'est pour vous dire que tout ça, ça fait une espèce de grande famille avec, au-delà donc de ces liens, de cette amitié et puis de cette mémoire qui m'ont fait apprécier la langue picarde, qui m'ont fait aussi m'y intéresser et me plonger dedans, et puis qui nous ont donné des outils. Et Charles K, avec ce lexique, j'insiste, hein, il a donné des outils à notre génération pour pouvoir comprendre, utiliser et puis créer en pic.